Il est inutile de dire combien je me suis réjoui de l'exposé de François Brottes. En un quart d'heure, il a dit beaucoup plus de choses sur les dimensions économiques de la transition énergétique qu'il n'y a dans la loi, qui, bien entendu, n'évoque ni les questions des choix économiques à faire derrière, ni les questions de financement d'ambition considérable. Je ne prendrai que deux exemples. Diversification du mix électrique. Ici, à Eden, nous sommes restés parfaitement neutres sur la question quel pourcentage de nucléaire dans le mix électrique. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'avoir, et c'est la position sans doute des Français, une énergie électrique décarbonée et compétitive. Décarbonée, cela signifie que s'il y a 50% de nucléaire à un certain horizon, qui est inutile de préciser, il y aura 40% d'ENR, de manière que le fossile ne représente que 10% comme aujourd'hui, et donc, à minima, ne pas s'aborder l'outil de production décarboné de l'électricité. Oui, mais derrière, ceci, à mon avis, sortira clairement de la loi lorsqu'elle aura été amendée, mais derrière, il y a la question de la doctrine d'emploi des ENR. Et là, c'est la dimension économique qu'a très justement souligné François Brottes. Et je crois que de ce point de vue, l'apparition d'un concept de territoire à énergie positive par rapport au bâtiment à énergie positive, qui était le concept clé de naguère, est un progrès décisif, puisqu'il va permettre notamment l'utilisation du photovoltaïque en grande surface, beaucoup moins onéreux que le photovoltaïque intégré au bâti. Et il y a là un champ d'investigation considérable pour que cette introduction des ENR se fasse dans les meilleures conditions économiques. Deuxième point que je souhaiterais évoquer, la rénovation des bâtiments existants. La rénovation des bâtiments existants, il est clair aujourd'hui que ce doit être une conjugaison des moyens consacrés à l'isolation thermique, qui est évidemment indispensable, au renouvellement des matériels obsolètes, à des politiques d'économie active de l'énergie, et enfin, bien entendu, à des comportements. Et c'est en fait ce cocktail subtil qui convient de poser clairement en termes économiques. Mais pour cela, il faut des bons indicateurs. Et il me souvient d'avoir parlé plusieurs fois à François Brottes du problème que posait aujourd'hui le diagnostic de performance énergétique. C'est une blague de penser qu'un consommateur va essayer d'économiser de l'énergie primaire. Il ne sait même pas ce que c'est. Tout ce qu'il peut faire, c'est chercher à réduire sa facture. Et donc, on devrait avoir des diagnostics de performance énergétique exprimés en facture et des indications permettant de savoir combien on économise en faisant les différents types d'opérations. Et c'est cette clarification qui est indispensable et auquel on s'obstine à refuser. On s'obstine, et je constate encore qu'il traîne dans la loi de transition énergétique, qui a le bon goût de mettre en avant le critère de l'énergie finale pour les économies globales du pays, il traîne encore un paragraphe disant tous les logements qui dépassent un certain seuil par mètre carré d'énergie primaire devront impérativement avoir été rénovés à telle date. Alors tout ceci est bien gentil, sauf que c'est complètement idiot. Et l'ancien directeur de l'USH qui est ici me rappelait récemment qu'il avait lancé un programme de rénovation énergétique en principe à la hache. Tous les logements sociaux dans les catégories F et G devaient être rénovés. Sauf qu'on s'est rendu compte ensuite que les factures étaient parfaitement insuffisantes pour justifier des investissements. Et donc on nage ici dans l'absurde, et je ne peux que rejoindre François Brottes lorsqu'il exprime le souhait que des travaux ultérieurs permettront de remettre derrière tout cela un peu plus de considération économique. Ce n'est pas des questions que je vous pose parce que nous sommes en parfaite harmonie de pensée sur ces sujets.
Juste par rapport à ça, dire d'abord la question de l'effacement, et on en a beaucoup discuté avec Jean Vergougnou, c'est un sujet absolument majeur pour l'avenir, de la façon dont on va, compte tenu de la capacité nécessaire, indispensable, plus les échanges qu'il peut y avoir entre certains pays. Donc on est là sur quelque chose de tout à fait fondamental. Mais je voudrais simplement donner un élément, parce que le grand argument donné par certains, je vais aller jusqu'au bout, contre l'électricité, c'est la question du pic. Hein, c'est la question, justement, du besoin d'électricité à des moments tout à fait forts. Eh bien, on a vraiment fait regarder les choses. Et je voudrais simplement donner 2 chiffres. En émissions de gaz à effet de serre, je parle de 2014, en électricité, on est à 40 grammes de CO2 par kilowattheure. 40 grammes de CO2 par kilowattheure en moyenne. Et lorsqu'on est en pic, on est à 110 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors la moyenne est à 40, ça veut dire qu'on descend en dessous de 40 dans certains moments. Et quand on est en pic, on est à 110 grammes au moment du pic. Or, le gaz, 200 grammes. Donc même quand on est en pic, on est inférieur à d'autres émissions. Donc gaz, 200 grammes et fuel, 270 grammes. Or, le grand argument qui est donné, c'est qu'en pic, on émettrait un nombre de gaz à effet de serre beaucoup trop important, etc. On est de toute façon largement en dessous des 2 autres émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, je vais compléter par une question au président de la Commission des affaires économiques. C'est vrai que la loi de transition énergétique parle de lutte contre le changement climatique. Or, le CO2 n'est encore pas réellement intégré dedans. La règle du CO2 n'est encore pas réellement intégrée dedans. Moi, je voudrais rappeler 2 choses, mais fondamentales, mais au-delà de tout ce qui a été dit, c'est le moment où François Roth a parlé du mix énergétique. Et c'est vrai que ça, il faut que nous défendions un mix énergétique pour ne pas être sur le monopole d'une seule énergie. Parce qu'il y a un risque considérable, compte tenu qu'on travaille sur 20, 30, 40, 50 ans, on ne peut pas spécialiser, on ne peut pas se concentrer sur une seule énergie avec les risques que ça peut avoir, et ça, on ne les connaît pas forcément. Je pense que le travail sur un mix énergétique, justement, équilibre les choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup le nom de notre association qui s'appelle Équilibre des énergies, parce que c'est vraiment, pour moi, fondamental. Puis la deuxième chose qui est en marge de ce qui a été dit, mais qui est essentielle sur le fonctionnement juridique de notre pays, c'est la question entre la loi et le règlement. Et la Ve République, le général de Gaulle c'est lui qui a mis en place cette question que la loi devait être au fond le plus général possible pour le lancement des politiques. C'était le règlement qui rentrait dans les détails, puisque la Constitution dit que ce qui n'est pas indiqué pour être la loi, tout le reste c'est règlement. Et bien malheureusement, alors là c'est vraiment politiquement, je dirais tout, dans le droite et gauche, ont complètement contribué à ça, progressivement à faire avancer un nombre des spécialités de la loi qui entraînent des conséquences qui ne sont pas forcément bonnes. Et comme tu as très bien dit, la question du temps, de la durée après que ça change, s'il faut changer une loi, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de faire évoluer un règlement. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on revienne, qu'on sensibilise les parlementaires à cette question, parce que les parlementaires que j'ai été, c'est vrai, on veut tous quelquefois être très très précis dans ce qu'on vote, mais du coup, ça a des conséquences sur le long terme. Merci en tout cas, merci beaucoup.